deux fois donc, la production en viande. Parallèlement à ces besoins qui sont en cesse d'augmentation, il apparaît clairement un déséquilibre entre les périmètres cultivés de bonne qualité et ces besoins. En effet, si on regarde dans cette figure, la flèche, il apparaît clairement que depuis 1975, nous avons pratiquement épuisé toutes les terres de bonne qualité. Et alors que la population, elle augmente, alors que les besoins augmentent. Donc, ces périmètres, si vous voulez, on les a épuisés, mais pire encore, ces surfaces sont en réduction progressive compte tenu de la salinisation essentiellement. Comment faire, comment améliorer la productivité des plantes dans ces conditions salines? Tout d'abord, donc, si on prend les principales cultures, comme vous le voyez, même pour des salinités très faibles, 2,5 grammes, nous avons des réductions qui peuvent être de l'ordre de 50%. Donc, la plupart de nos plantes cultivées sont des plantes sensibles. C'est vrai qu'on a pensé améliorer le rendement des plantes par le génie génétique, mais jusqu'à maintenant, il faut reconnaître que l'apport de cette approche, il est encore très limité, compte tenu d'abord de la complexité des traits de tolérance. La tolérance au sel repose sur un caractère multigénique. C'est aussi la quasi-absence de vérification, de validation des expériences au champ, parce que dans la plupart des études, on identifie ou bien on améliore la tolérance au laboratoire, mais lorsqu'on passe au champ, la plante n'est pas soumise uniquement à la salinité, elle est soumise à l'effet combiné de plusieurs contraintes et les résultats de labo sont différents des résultats au champ. De même, on fait appel aux plantes cultivées pour chercher des gènes de tolérance, mais les véritables gènes de la tolérance n'existent pas, si vous voulez, dans les plantes cultivées, ils existent dans les plantes tolérantes ou bien les plantes extrémophiles comme les halophytes. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à domestiquer les plantes halophytes. La domestication est devenue, Dieu merci, possible. Ça, c'est une photo réalisée l'an dernier dans mon village natal, Hazeg. Donc, c'était le premier essai de quinoa irrigué avec une eau qui contient après entre 8 et 9 grammes de sel par litre. Donc, lorsqu'on dit plante quinoa, c'est une plante halophyte. Et c'est quoi ces plantes halophytes? Qu'est-ce qu'on entend? Ce sont des plantes qui sont des arbres, des arbustes, des herbacées, qui sont capables de compléter leur cycle de vie à 12 grammes de sel par litre. Mais en plus de cette tolérance, ces plantes présentent plusieurs intérêts économiques et écologiques. On peut les utiliser pour l'alimentation humaine, pour la production du fourrage, pour la production du bois, pour l'industrie chimique et pharmaceutique, dans des applications environnementales, pour la stabilisation des sols salins, l'ornementation, la fixation de CO2, le traitement des eaux et des sols, etc. Nous allons voir juste quelques exemples. On va commencer par les halophytes comme source d'alimentation pour l'homme. Et bien sûr, donc la plante d'excellence pour ce type d'utilisation, c'est le quinoa. Et je vous laisse le soin de présenter les bienfaits de cette plante. Mais à côté du quinoa, nous avons beaucoup d'espèces locales. Par exemple, ici, Cryptomum maritimum, c'est une apiacée. C'est une plante pérenne qui produit des akènes. Ces akènes contiennent environ 30 à 35 grammes d'huile. Et si on fait l'analyse de cette huile, on voit qu'elle contient beaucoup d'acide érucique, qui est un peu à l'instar de l'huile d'olive. Et ce sera vraiment même une huile un peu plus parfumée. La deuxième plante, c'est Cachil maritima. C'est une plante, c'est une brassicacée. Elle produit aussi beaucoup d'huile, mais c'est une huile qui est riche en acide érucique. Elle est impropre à la consommation humaine. Beaucoup de plantes, il y a au moins 50 espèces halophytiques qui sont prometteuses en termes de sources d'huile. Par exemple, le Salicornia bejulovi. Et le rendement de cette plante, c'est environ 2 tonnes par hectare lorsqu'elle est irriguée à l'eau de mer. C'est pratiquement le rendement quantitatif des plantes oléagineuses conventionnelles lorsqu'elles sont irriguées avec l'eau, si vous voulez, fraîche. Et les graines de Salicornia bejulovi sont des graines protéoléagineuses puisqu'elles contiennent 30% d'huile et 35% de protéines. Ici, c'est le positionnement de notre Salicornia par rapport à des cultures conventionnelles. Et vous voyez que la Salicornia, en fin de dernier histogramme, elle produit vraiment 2 tonnes, elle produit même plus, si vous voulez, que les cultures conventionnelles, et c'est en condition d'irrigation à l'eau de mer. Dans le tableau, vous avez beaucoup d'autres espèces qui sont prometteuses aussi pour l'huile, pour produire de l'huile végétale. Donc, nous avons parlé de plantes halophytes pour l'alimentation humaine et nous avons utilisé les graines. Mais il y a possibilité d'utiliser aussi les organes végétatifs. Je prends juste Salicornia
pardon, Atriplex triangularis, c'est qu'elle a des feuilles qui ressemblent un peu aux feuilles de l'épinard et cette plante elle est capable de produire 21,2 tonnes de matière fraîche par hectare lorsqu'elle est irriguée à l'eau de mer. Donc, et c'est maintenant des feuilles consommables. Deuxième exemple, c'est Saccocornia fruticosa. Donc, elle produit des rameaux. Et ces rameaux, lorsqu'ils sont tendres, ils sont consommés dans des salades sous forme d'omelettes. Et ça rappelle un peu les haricots verts. Et c'est irrigué avec l'eau de mer. Ça, c'est une liste de plantes qu'on peut utiliser soit pour leurs graines, soit pour leur partie végétative. Donc, la liste est longue. Donc, il y a pas mal d'espèces. Je passe rapidement pour les plantes halophytes qu'on peut utiliser pour l'alimentation animale. Et là, donc, vous voyez donc ces plantes, on est dans un biotope salin, généralement, on a des chenopodiacées, on a des poacées. Et les chenopodiacées sont des plantes qui sont très riches en protéines, mais contiennent beaucoup de facteurs antinutritionnels. Par exemple, l'oxalate, essentiellement donc l'oxalate, mais aussi donc les cations bivalents et surtout le sel. Parallèlement, nous avons beaucoup de poacées qui contiennent beaucoup de fibres digestibles et contiennent moins de sel et moins de facteurs antinutritionnels. Et avec nos amis zootechniciens, nous avons proposé une diète mixte donc, qui contient des chenopodiacées et des poacées. C'est juste un exemple d'une plante, si vous voulez, halophyte à potentiel foragère, l'Ornéum martimum. Vous voyez que même à 18 grammes de sel par litre, cette plante produit une biomasse importante et donc on peut l'utiliser au centre et au sud du pays, là où l'eau saumâtre est disponible. Maintenant, l'utilisation des plantes halophytes pour la production de fourrage, c'est une réalité. Donc, on est passé à l'échelle grandeur nature au Pakistan. Et vous avez ici la liste des plantes qu'on peut utiliser pour la production de fourrage. Il y a plus que 80 espèces qui peuvent être utilisées pour l'alimentation des animaux. Autre voie d'utilisation, les halophytes comme source d'énergie. Oui, parce que donc la tendance, c'est produire le bioéthanol. Mais c'est produire le bioéthanol à partir de la canne à sucre, à partir du soja, à partir du maïs. Et donc ces plantes, bien sûr, sont cultivées dans les terres de bonne qualité et irriguées avec l'eau fraîche. Et donc, si vous voulez, il y a une compétition entre ce qu'on produit pour manger et ce qu'on produit pour production de, si vous voulez, du biofuel. La conséquence, c'est une augmentation des prix. Et ça soulève le problème de la durabilité de l'industrie des biocarburants, si vous voulez, de manière générale. Donc, quelle est l'alternative? C'est, si vous voulez, identifier de nouvelles sources qu'on peut utiliser pour les biocarburants. Et les halophytes sont, une autre fois, les candidates les plus prometteuses. Comme ça, donc, il n'y aura pas de compétition pour les terres fertiles et pour l'eau fraîche. Donc, et deuxièmement, au lieu d'avoir, si vous voulez, des terres marginales, des zones marginales, on peut les transformer en zones productives pour la production de biocarburants. Donc, ça, ce sont des exemples, surtout donc, des plantes qui sont riches en composés lignocellulosiques. Donc, ici, c'est une comparaison. Vous voyez un peu, par exemple, le maïs, il produit 2000 à 2300 litres par hectare, alors que si vous prenez donc, la plante halophyte, panicum, ça produit 3500 à 4750. Donc, la production est plus importante. En Tunisie, nous avons une plante très prometteuse pour la production de biodiesel. C'est Kakile maritima. Elle se trouve partout, donc sur toutes les côtes tunisiennes. Et vous voyez donc la production de biomasse et la production de graines sur des estimations, d'ailleurs, que Ahmed a déjà réalisées. Il est attendu que cette plante peut produire aussi environ 2 tonnes de graines par hectare. Enfin, donc des plantes des halophytes comme plantes médicinales. Nous avons identifié au moins 13 espèces pérennes comme source de composés, si vous voulez, bioactifs, surtout de composés phénoliques. C'est des plantes qui produisent beaucoup de biomasse, mais ce qui est important, et vous voyez donc les 4 premières lignes qui correspondent à des plantes halophytes, et les 3 dernières sont des plantes sources de substances bioactives conventionnelles. Vous voyez que les halophytes sont sont plusieurs fois, donc parfois 10 fois plus riches en composés phénoliques que les autres plantes cultivées. Et ces extraits sont très efficaces. D'ailleurs, ici, c'est une étude qui montre que les extraits, par exemple, de Tamarix gallica, on peut les utiliser pour arrêter la prolifération des cellules cancéreuses du côlon. Des halophytes pour la phytomédiation, c'est important parce qu'on peut utiliser les halophytes telles qu'elles sont dans des zones marginales, mais on peut l'utiliser dans les sols, si vous voulez, agricoles salinisés pour réduire la salinité. Et dans ce cadre, donc les halophytes produisent, si vous voulez, entre 15 et 20 tonnes de biomasse.
Et dans ces 15 à 20 tonnes, il y a 2,5 à 4 tonnes de sel par an. Et donc ça, c'est une petite expérience que nous avons réalisée dans le laboratoire des plantes extrémophiles du CBBC. Tout à fait à droite, c'est le comportement de l'orge qui est cultivé sur un sol provenant de la Sabra. Et le pot, si vous voulez, au milieu, c'est l'orge, c'est la même date de semis, mais tout simplement, le sol a été utilisé au préalable pour cultiver pendant 6 mois une plante halophyte. Et la différence entre ces deux pots, c'est le résultat d'un dessalement. Donc, on peut utiliser les plantes halophytes dans des rotations culturales ou bien aussi dans culture mixte. Ici, c'est des exemples d'études qui montrent que les plantes halophytes peuvent extraire entre 1 et 6 tonnes de sel par hectare et par an. Notre intérêt vraiment très important, c'est la stabilisation des sols salins, parce que stabiliser les sols salins, c'est protéger les cultivés avoisinants. Et un dernier intérêt, c'est l'extraction des métaux lourds, parce que dans les zones, si vous voulez, salées, les dépressions, généralement, on a des contaminations. Ici, c'est décontaminé par le nickel, le cadmium et le plomb. Et dans ce cadre, nous avons identifié des espèces très intéressantes. C'est des espèces hyper accumulatrices qu'on peut utiliser pour l'extraction des métaux lourds. Enfin, donc, pour conclure, donc, les halophytes sont intéressantes pour la consommation humaine, pour la production de fourrage, pour la production d'huile, pour la désalinisation et la phytoextraction des métaux lourds. Donc, si vous voulez, maintenant la population, elle augmente et ses besoins augmentent. Donc, nous n'avons qu'un seul choix, trouver des espèces capables de produire dans des conditions très difficiles. Et je pense que les seuls candidats dans ce cadre sont les plantes halophytes. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Seychelles El Abdelli, pour cette très belle intervention. Donc, certes, un peu condensée, mais très instructive et très informative sur les intérêts des halophytes et les multiples facettes de leur utilisation. On voit très clairement que dans le contexte actuel des changements climatiques et l'augmentation donc, de la population, etc., il y a vraiment beaucoup de place pour l'utilisation pour la valorisation de ces plantes, et je suis sûr qu'elles ont toute leur place dans le système agricole futur. Donc, je pense qu'on continuera donc les conférences et ensuite on prendra les questions. Si vous êtes prêts, on continue avec professeur Didier Basile. Merci Hamed. Donc, je suis très honoré de l'invitation de participer à ce webinaire. Donc, je remercie toute l'équipe tunisienne qui a participé à l'organisation. Et donc, je vais partager mon écran pour vous montrer quelques diapositives que j'ai réunies pour parler assez largement du quinoa, qui est pour l'instant encore un peu méconnu en Tunisie. Et